Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. Et on va consacrer notre émission pour ce soir à la 76e émission ou plutôt session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Ahmed Lessi Nansé. Vous êtes consultant international en économie et en gestion. Bonsoir. Bonsoir à vous. On va commencer par présenter un petit reportage concernant les réunions en général de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis, on va commencer notre discussion. Voilà, à l'ouverture de cette 76e session de l'Assemblée générale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé que le monde était marqué par de grands défis et des divisions, par des conflits et le changement climatique, par la hausse de la pauvreté, de l'exclusion et des inégalités, et par une pandémie qui continue de menacer la vie, les moyens de subsistance et l'avenir des populations. Wael Saïd et Salih Ahmed nous donnent les détails. J'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui cette séance en soulignant l'importance que nos pays attachent pour réaliser les efforts de développement, notamment les objectifs de développement durable que la communauté internationale s'est fixés convenus et acceptés en tant que cadre global à travers lequel il s'efforce d'assurer la prospérité et le bien-être des peuples au cours de cette décennie jusqu'en 2030. Notre succès dans la réalisation des objectifs de développement durable devient maintenant de plus en plus important, en particulier dans cette situation internationale délicate qui nous oblige à faire face à des défis mondiaux très difficiles auxquels le déclenchement de la pandémie du coronavirus a ajouté des dimensions sans précédent qui ont touché tous les pays. Outre les défis liés à la réalisation du développement durable, à l'augmentation des taux de croissance, l'éradication de la pauvreté et à l'offre d'emploi, ainsi qu'aux situations politiques complexes dans de nombreuses régions du monde, le changement climatique et ses effets négatifs sur la disponibilité en eau et la sécurité alimentaire, et la menace posée par la pandémie sur des conditions économiques, sanitaires et sociales. Tous ces défis mondiaux sont devenus des défis quotidiens auxquels nous devons faire face de manière globale et durable, afin de préserver les acquis de développement obtenus au cours des dernières décennies. De ce point de vue, je voudrais souligner un certain nombre de points importants. Les événements que le monde a vécus au cours des 2 dernières années se sont avérés impératifs pour traiter le programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs selon une perspective globale qui prend en compte l'intersection entre les différents domaines économiques et sociaux et chercher à tirer le meilleur parti des opportunités de coopération offertes par l'agenda du développement durable, que ce soit dans le cadre multilatéral ou au niveau des relations bilatérales avec les partenaires au développement, des pays, des institutions de financement et banques internationales en tenant compte des priorités des pays. Partant de cette importance, l'Égypte s'est attachée à localiser les objectifs de développement durable et à les intégrer dans ses politiques et programmes de développement à tous les niveaux, un effort qui a abouti à l'adoption de la vision Égypte 2030. L'Égypte a compris dès le début que l'objectif de tout effort déployé par l'État pour parvenir au développement est le citoyen. Par conséquent, elle a conçu ses politiques et programmes de développement en tenant compte de l'intérêt du citoyen égyptien, en réponse à ses aspirations et répondant à ses aspirations à une vie décente, un logement décent et un travail approprié. Cette vision s'est cristallisée dans l'initiative Vie décente, que j'ai eu l'honneur de lancer récemment et qui est l'un des développements les plus ambitieux et les plus complets dans le cadre de ces efforts pour parvenir à un développement global, y compris dans la campagne égyptienne. Le succès que l'Égypte a pu obtenir à ces niveaux au cours des dernières années n'est pas venu sans sacrifices par lesquels le citoyen égyptien a prouvé sa capacité à supporter les difficultés pour construire son pays et réaliser ses objectifs et aspirations légitimes par le programme de réforme économique lancé en 2016 en coopération avec le Fonds monétaire international et dont les résultats ont prouvé la bonne vision de l'Égypte.
À la fin de son discours, le président El-Sisi a déclaré qu'il est convenu que les propositions constructives d'aujourd'hui contribueront à soutenir les efforts des pays pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable et à trouver des solutions innovantes aux obstacles auxquels se heurte la coopération humanitaire internationale. Voilà, c'était le discours du président Abdel Fattah al-Sisi qu'il a prononcé il y a 2 heures à peu près au cours de la 76e séance de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, Monsieur Ahmed El-Essienou Nassef, je rappelle que vous êtes consultant international en économie et en gestion. Là, le président a mis l'accent sur les projets qui ont été lancés, exécutés par l'État égyptien en faveur du citoyen égyptien et surtout en ce qui concerne le développement durable. Par exemple, il a parlé, ou bien il a donné l'expérience de l'Égypte dans l'initiative de vie décente concernant le citoyen égyptien. Votre commentaire? C'est très important de comprendre c'est quoi l'objectif de ce que l'Égypte est en train de faire. Donc, le premier bloc dans le trajet qui va être très long, presque minimum 10 ans, c'est de faire améliorer la qualité de vie des citoyens égyptiens. Et le projet qu'on est en train de faire maintenant dans l'Égypte rurale, qui représente 56% de la population égyptienne, ça reflète exactement cet objectif. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est vraiment une solution complète, pour la majorité des Égyptiens qui étaient en train de vivre un peu loin d'une vie acceptable, si vous voulez, surtout avec les niveaux du standard que le président Sisi est en train de mettre pour les Égyptiens, d'améliorer leur vie, et la réalité était très loin de ça. Il a pris une initiative qui est énormément courageuse de rentrer dans un défi pareil pour améliorer quelque chose. Si je ne me trompe pas, le chiffre, c'est plus que 4000 villages en Égypte, tout à fait. Où on a 56% de la population égyptienne qui vit là-bas. Dans un temps où le monde est en train de fermer, de se bloquer, d'essayer de gérer les défis du coronavirus, l'Égypte a pris la direction opposée et on est rentré face à face avec un défi pareil. Avec une structure, comme le président l'a dit dans un de ses discours, il va rentrer dans les villages, et quand on sort, ça va être un autre niveau de vie. Et l'idée de la vitesse, l'objectif qui est très clair, que l'exécution qu'on va faire ça, avec le budget qu'on a pu prendre pour ce projet, c'est énorme. Et une deuxième fois, je pense que c'est une décision ou un défi très courageux qu'on le prend dans cette période-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on va rentrer dans le village. On sait très bien que la plupart des villages égyptiens, dans la campagne surtout, ils sont très modestes. Et en même temps, bon, il y en a beaucoup qui sont, on peut dire, qui manquent de moyens, qui manquent de services. Alors, qu'est-ce que l'État est en train de faire dans ces villages? C'est une solution, comme on peut dire, 360. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va rentrer, on va commencer par le milieu et l'état sanitaire où les citoyens égyptiens y vivent. Donc, si jamais ils n'ont pas de l'eau fraîche à la maison, on va d'une façon ou l'autre leur faire l'eau potable. Les égouts, la même chose. Puis, les maisons étaient dans plus ou moins faites avec des initiatives très personnelles et trop simples. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de le faire d'une façon, reconstruire ces maisons, d'une façon que ça soit à la hauteur de protéger
les gens. On avait des gens qui n'avaient pas de toit dans leur maison. Tout ça, ça va changer. Et en même temps, on va examiner les citoyens dans les villages où sont couverts dans cette Dans ce période, plan, oui. et on va les évaluer, leur tester sur le niveau des maladies qu'on connaisse, qu'elles sont malheureusement très présentes dans l'Égypte ces rurale, villages, oui, dans oui. les villages. Donc c'est une solution complète, une 360, où il vit, comment il vit, la pauvreté, et de les vie, conditions de vie, et aussi la santé du citoyen. Et c'est comme ça qu'on va vraiment faire un changement. C'est pas ce que j'adore avec cette administration, qu'ils ne sont pas en train de faire des solutions cosmétiques. Ils sont en train de rentrer aux racines des problèmes et résoudre des racines. Parce que c'est très bien que je donne de l'eau potable à une maison, mais la personne déjà est très malade. Donc, ça ne va pas vraiment résoudre l'histoire. Donc, on doit avoir une solution complète, et c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Ça va couvrir à peu près, si je ne me trompe pas, plus de 50 millions de personnes, de citoyens égyptiens. Cette initiative très ambitieuse qui est prévue être exécutée pendant 4 ans, si je ne me trompe Oui, pas. Voilà. absolument. Bon, le président a parlé de développement durable, en général dans le pays. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Le développement durable, comme ça a été défini par l'Union unie, ce sont 17 étapes différentes, qui commencent par l'élimination de la pauvreté, qui commencent par qui passe juste avec les droits de femmes, qui finit par l'environnement et la protection de la vie maritime. Mais les 5 ou 6 points basiques du modèle sont les points de la personne elle-même. Et je pense que c'est très intéressant quand on voit quelque part, et le président, quand il fait ses visites en Europe surtout, il y a des gens qui disent que pas tout le monde a les droits de l'homme, et tous ces discours qui viennent. Mais ce que le président Sisi a fait, il a pris que le développement durable, c'est ça le premier droit, et le droit de l'homme égyptien ou la personne égyptienne, que c'est ça la base. On n'est pas encore dans le luxe de discuter je ne sais pas quoi, mais c'est là qu'il est en train de mettre la fondation en place. Parce que le droit à la vie, au logement, à la santé, à la pauvreté, la famine, on ne doit jamais avoir une personne qui a faim dans le pays. Je ne me rappelle pas malheureusement des 17 points, mais ça commence avec... C'est un peu dans la même direction que ce qu'on appelle Maslow, la hiérarchie des besoins du personne. Oui. On commence par la base, et point à point, on monte jusqu'à ce qu'on arrive à des choses qui sont un peu plus raffinées, y inclut le global warming, la température de la Terre et tout, le contrôle de l'atmosphère et tout ça. Là, un point très important qui fait partie du développement durable, c'est l'économie verte. L'Égypte se dirige vers tout ce qui est énergie verte, comme l'énergie solaire, etc., ou bien du vent. Et toute l'économie, le pays se dirige vers cette économie verte. Définition. Je pense, une autre fois, on est un peu en retard, mais c'est bien d'être en retard que jamais le faire. On est très privilégié avec où on est pour les sources d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie verte, le soleil. Et on est maintenant en train de construire la plus grande champ de collecter de l'électricité à partir de soleil, oui. Et le vent. Oui. OK. Parce que on a un soleil pratiquement 365 jours par an. On est vraiment très chanceux, et vraiment qu'on utilise le pétrole pour générer l'énergie, ou surtout l'électricité, lorsque
on a une abondance du soleil, qu'on peut l'utiliser. Et cette technologie est en train de baisser en coût tout le temps, donc ça devient de plus en plus faisable sur le niveau économique. C'est la bonne direction, donc on est en train de faire deux choses vraiment. Et on a construit, si je ne me trompe pas, avec les Danois, dans le sud-est de l'Égypte, à côté du Hurghada et tout. Sur la mer Rouge, on a mis des grandes aéroliennes qui est en train de fournir de l'électricité du vent à Zafaran, exactement. Donc là, on a des biens on est très chanceux avec notre climat qui nous donne l'opportunité de faire tout ça et c'est le moment de l'utiliser. Je ne sais pas s'il y a une retransmission en direct pour le discours du président qui est adressé aux Nations Unies. تحديث مساهماتنا المحددة وطنيا والتوقيت المناسب لذلك اتساقا مع أولوياتنا التنموية وتنفيذا لالتزامنا الدولي بأحكام اتفاق باريس وبحيث تمثل مساهماتنا المحدثة محفزا وداعما لجهودنا التنموية ولمساعينا للتعافي من تبعات جائحة كورونا لا عبئا عليها وإعمالا لمبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدول. ثانيا يمثل التكيف مع تغير المناخ أولوية قصوى لدولنا النامية خاصة في القارة الإفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة للظاهرة لا سيما المتعلقة بنقص المياه والجفاف especially water scarcity, desertification, drought, and the threat to food security. Out of this, Egypt calls for serious action against any unilateral actions that affects the climate changes, especially establishing dams on the downstream without any agreement. Egypt stresses on dealing with the efforts of adaptation in addition to the efforts to reduce emissions. The coming session of this meeting headed by United Kingdom aims to activate this role according to a Paris Agreement. In addition to enhancing support provided for enhancing these efforts, I'd like to call everybody to join the British-Egyptian partnership established since 2014 that resulted in many positive outcomes, including the Alliance for Adaptation Action, on which we depend on to enhance this aspect in the international climate action. Third, our developing countries' abilities to enhance climate action depends on the available mechanisms. Top of them is the funding for climate. We are concerned about the current gap in funding climate action between the needed and the available. According to Paris Agreement, the developed countries are still unable to meet that $100 million annually. In addition to the sufferance of developing countries that in this regard, we welcome the call of the Secretary General to fund the actions of adaptation. In addition to working on funding this action, especially the Green Climate Fund, in order to alleviate the burdens on the developing countries. In the conclusion, I'd like to confirm that Egypt is looking forward to work with the United Kingdom in order to achieve in the coming session many balanced results that serves the interest of everyone. We're also looking forward to host the 27th session for the climate meeting on behalf of the African continent, that we wish it will be a transitional point in the climate action in partnership with all the parties in our continent and the whole world. Thank you.
Voilà, c'était le discours du président Abdel Fattah al-Sisi devant la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies concernant le changement climatique. Alors là, il y a un appel de la part de l'Égypte et du président égyptien que le monde doit faire très attention vis-à-vis du changement climatique pour éviter des catastrophes, pour bien vivre. Absolument. On est en train de voir des températures qu'on n'a jamais vues dans nos pays. Changement climatique. Donc on a la chaleur qui est en train de augmenter, ça d'un côté, et de plus en plus les tempêtes qui sont en train d'arriver sont de plus en plus beaucoup plus agressives. On vient de voir le Diana aux États-Unis et c'était catastrophique. C'était 10 fois plus fort que celle du Katrina qu'il y a presque 12 ans, si je ne me trompe pas. Donc, qui a causé des ouragans et peut-être des tsunamis. On a des morts. Voilà. Donc on a dépassé un peu la phase où on est en train de nier qu'on a un problème. Donc, on doit se mettre d'accord qu'on a un problème. Malheureusement, ce sont les plus grandes économies du monde qui sont en train de faire le maximum de contribution sur le changement climatique qui ne part pas dans la bonne direction. Mais quand même, on a une responsabilité vers nos enfants, vers nos grands-enfants, que quand on va leur passer la planète, qu'il doit être dans un état vivable. On est en train de voir des changements très importants, surtout dans la vie maritime, et ce qui est en train de se passer dans la mer Rouge, qui est très riche normalement avec la vie maritime là-bas. Donc c'est très très important de vraiment faire des vraies solutions et ça tombe sur les épaules des grands pays industriels, surtout dans les grandes économies, d'utiliser des moyens qui sont moins, comment dire, abrasives au climat de la Terre. Là, il y a, comme vous venez de dire, les grandes puissances industrielles qui usent, qui font mal à la nature. Alors, il y a des appels pour ces pays, mais en même temps, on sait par exemple que les États-Unis s'est retiré de la COP l'année dernière. Pourtant, l'actuel président Joe Biden, il va rentrer, encore une fois. Là, comment les grands pays, je précise, les États-Unis, l'Europe et la Chine, peuvent jouer un rôle important en faveur de la nature? Je pense qu'ils le savent, beaucoup que tout le monde, la réponse à votre question. Mais la vérité des choses, que ça coûte de l'argent, ça leur coûte un peu plus d'utiliser ou laisser tomber les technologies qui sont en train d'abuser le climat de la planète. Ça coûte un peu plus. Donc, vraiment, ce qu'ils doivent faire, c'est d'avoir la volonté politique, si vous voulez, de faire le changement. Politique ou économique? Politique, puis économique. Voilà. Parce que c'est une décision qui doit très futuristique, ça veut dire que ça va affecter des générations qui viennent après nous, donc là, c'est une volonté politique, si vous voulez, mais ça va avoir des répercussions sur l'économie de chaque pays. Mais c'est le moment de faire ces décisions, avant que ça soit trop tard, et si on ne change rien, le train aurait quitté la station, comme on dit. Ils le savent très bien, ce n'est pas un manque de technologie, au contraire, ce sont ces pays qui développent les technologies nécessaires pour faire tout ça, mais ça reste un choix un peu plus cher ou moins économique, si vous voulez, mais ils doivent l'enforcer d'une façon ou l'autre. Ouais. Ça va sauver quand même la Terre. Absolument, surtout nos générations, nos enfants et nos petits-enfants qui vont nous suivre. La planète est en train de... La qualité de climat est en train de diminuer d'un an à l'autre. Il y a deux sujets dont le président Abdel Fattah al-Sisi a traité aujourd'hui. C'est le développement durable et le changement climatique. Il y a une très grande relation entre les deux. Alors comment vraiment faire ou bien arriver à un développement durable
et en même temps préserver la nature et la planète? Je pense qu'ils partent dans la même direction. Si on prend quelques exemples, la troisième ou la quatrième bloc dans le plan de développement durable, c'est celle de l'environnement et la santé. Si on va continuer à faire des émissions qui sont cardiogéniques pour la population, on va, et on est en train de voir que le cancer est en train d'augmenter pratiquement dans tous les pays, et peut-être quelquefois dans les pays qui sont plus développés ou occidentaux, plus que nos pays. Donc là, il part dans la même, main en main, dans la même direction. Si on gère ça, on va automatiquement gérer ça. Et le contraire est vrai. Si on va continuer à émettre des substances qui sont très mauvaises pour la santé de l'être humain, on va échouer sur le niveau de la santé. De l'autre côté aussi, on a par exemple, je pense que la 16e ou la 15e point dans le plan de développement durable, c'est celle de la vie maritime. Et la vie sur Terre, c'est le même point. Si on ne va pas faire attention de qu'est-ce que les usines sont en train de jeter dans les mers, on a des problèmes, on a des genres de poissons qui sont en train de disparaître à cause le plastique qui leur rentre dans leur corps et les empêche de respirer dans l'eau. Donc, très prochainement, si on va continuer comme ça, très prochainement, on ne va pas avoir des poissons. La vie maritime va arrêter d'exister. Si on va continuer une vingtaine ou trentaine d'années comme ça, on va avoir des problèmes. Les déchets quand même, surtout des usines, des bateaux. C'est pas de l'infini. On jette les choses dans la mer, on jette les choses dans les océans. Mais c'est parce que ces choses sont en train de disparaître. Ces choses reviennent d'une façon ou l'autre. Et quelquefois, si par exemple ils vont rentrer dans le corps d'un poisson qu'on va manger, ça va nous faire mal à nous. Je vous remercie beaucoup, M. Ahmed El-Lessi Nassif. Je rappelle que vous êtes consultant international en économie et en gestion. Là, c'était une émission spéciale concernant la 76e session de l'Assemblée générale. Je vous remercie. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.